Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités assez intéressantes cette semaine-ci. Il y en a vraiment pour tout le monde d'ailleurs. On a notamment la sortie des Core Ultra de Intel qui ont été testés. Il y a des choses très intéressantes. Vous avez aussi Google qui a perdu face à Epic Games et plein d'autres news. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par YoGreen et leur dock RevoDock Pro. C'est un dock 9 en 1 qui vous permet de rajouter un maximum de ports à votre ordinateur. Une fois le seul câble USB type C branché à votre ordinateur ou ordinateur portable, vous pourrez directement brancher jusqu'à 2 écrans 4K. Ici, j'ai même branché un écran 4K 120 Hz et il fonctionnait sans aucun problème. Mais en plus de ça, le dock supporte le power delivery jusqu'à 100 watts, donc oui, vous pourrez charger sans aucun problème la plupart des ordinateurs portables qui supportent la charge via USB type C. Vous avez également un port Ethernet jusqu'à 1 gigabit. Vous avez deux ports USB type A 3.2 Gen 2, donc c'est du 10 gigabits, plus un port USB type C 3.2 Gen 2. Et enfin, vous avez un bouton Power pour pouvoir éteindre le hub ou l'allumer quand vous en avez ou n'en avez pas besoin. Du coup, ça simplifie vraiment votre setup. Si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez juste avoir tout branché dans le hub. Vous arrivez, vous posez votre ordinateur, vous branchez un seul câble, vous avez la charge, vous avez tous vos écrans, vous avez vos périphériques et vous n'avez rien d'autre à faire. Et quand vous devez partir, vous avez un seul câble à retirer et vous êtes prêt à aller n'importe où. Du coup, n'hésitez pas à découvrir le YoGreen RevoDock en suivant le lien dans la description et vous pourrez aussi découvrir tous les autres docks de la marque parce qu'évidemment, ils en ont pour tout le monde. Si vous voulez un simple dock ou un dock encore plus complet avec beaucoup plus de ports, ils auront forcément une offre pour vous. Merci encore à YoGreen et passons au reste de cette vidéo. La première news de la semaine, c'est le fait que la PlayStation 5 Pro pourra arriver très bientôt en 2024. Il y en avait qui disaient que ce serait plutôt pour fin 2023, mais évidemment, c'était plus la version Slim ici. Dans tous les cas, cette PlayStation 5 Pro a surtout une différence au niveau GPU, parce que le CPU reste basiquement le même. Donc vous avez un APU AMD avec Weaker Zen 2, donc oui, ça commence à dater, qui peuvent monter jusqu'à 4,4 GHz. Après, pour une console, c'est suffisant, je dirais. Il y a peut-être certains jeux où vous pourriez être un peu limité CPU, si le jeu est mal codé surtout. Mais bon, il y a normalement assez de puissance si les développeurs font bien leur job pour avoir une bonne console. Le GPU, lui, par contre, a une upgrade massive. On passe, pour information, de 36 CU basé sur l'architecture RDNA 2.0 à 60 CU ou peut-être 56, c'est pas confirmé, RDNA 3.0. Et pour information, cette configuration GPU est très similaire à la RX 7800 XT. Et comme AMD en fabrique pas mal en ce moment et que c'est aussi une version corrigée un petit peu d'RDNA 3.0, parce que c'est sorti bien après les autres cartes graphiques de la marque, c'est un GPU beaucoup plus mature et qu'ils ont optimisé pour fabriquer en masse. Forcément, c'est notamment aussi celui qu'ils utilisent dans les ordinateurs portables pour leur toute dernière grosse carte graphique pour ordi portable, qui est la 7900M pour information. Enfin bref, dans tous les cas, ce serait logique qu'ils utilisent du coup ce cœur GPU parce que c'est le plus optimisé qu'ils ont à l'heure actuelle et il est pas mal puissant. Et même s'ils n'ont pas 60 CU, peut-être qu'ils descendent à 56 pour peut-être récupérer un petit peu des GPU qui n'étaient pas parfaits. Ça fera quand même, ils pourront en fabriquer quand même pas mal. Et du coup, ça fait, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça donne par rapport à la Xbox Series X, la Xbox Series X avait 52 CU de RDNA 2.0, mais évidemment là c'est RDNA 2.0, donc moins puissant normalement pour le même nombre de CU, et aussi il faut tenir compte que la série X avait une fréquence plus basse de seulement 1,8 GHz sur le GPU comparé au 2,2 sur la PlayStation 5, donc elle est plus puissante, quoi qu'il arrive, que la PlayStation 5, mais c'est pas autant que les gens le penseraient à cause justement de cette différence de fréquence. Bref, dans tous les cas, on ne sait pas encore la fréquence de cette PlayStation 5 Pro, donc en toute logique, si Sony utilise une fréquence même similaire à ce que a la série X, ça devrait quand même donner un bon boost de performance. On a aussi de la mémoire plus rapide qui peut monter jusqu'à 18 Gbps, qui est partagé avec le CPU, évidemment, c'est 16 Go en GDDR6. Donc ça n'a pas vraiment changé, ce qui n'est pas très étonnant vu que comme ils vont être rétrocompatibles avec la PlayStation 5, s'ils font une version avec plus de RAM et que certains développeurs profitent de cette RAM en plus, mais après que le jeu sort aussi évidemment sur PlayStation 5 normal, peut-être que si les développeurs font mal leur boulot, ça donnera des situations
pas très bonne. Donc je trouve ça logique qu'ils aient mis la même quantité de RAM pour éviter justement ça. Mais elle est plus rapide et ça devrait améliorer les performances aussi dans les jeux. Donc on ne sait pas encore le prix, on ne sait pas aussi la capacité de stockage de la console, sera certainement 1 Tera. Et pour le prix, si je devais deviner, je pense que la Slim va diminuer en prix vers 400 €, certainement, pour concurrencer encore plus que fait justement Xbox avec la série S. Et la version aussi digitale sera encore moins chère du coup, même au même prix que la version justement de la série S. Et la PlayStation 5 Pro, elle, certainement serait, si je devais deviner, vers 600 €, ce serait le plus logique. Et du côté d'Xbox, pour ceux qui se demandent, eh bien, il n'y a pas vraiment de version Pro ou autre chose de prévu, ce qui est un petit peu logique selon moi, parce que la Xbox Series X est quand même plus puissante que la PlayStation 5 de base, donc il y a de la marge au niveau puissance pour que les développeurs puissent faire ce qu'ils veulent. Donc ce serait logique qu'ils attendent un petit peu plus. Et notamment, s'ils attendent un petit peu plus, eh bien, ils pourraient avoir déjà les nouveaux APU AMD avec Zen 5, mais aussi peut-être même RDNA 5.0. Donc il y a des rumeurs comme quoi la prochaine Xbox, là c'est vraiment la prochaine Xbox, c'est pas genre, oh, Sony ici fait un refresh de milieu de gen. Non, là ce serait vraiment une nouvelle Xbox. Et celle-ci, du coup, utiliserait RDNA 5.0 Zen 5 aussi. Et du coup, sortirait bien après la PlayStation 5 Pro. Donc, peut-être fin 2024, même 2025, certainement. Donc, ça, il faudra voir si ça se confirme. C'est une stratégie assez différente, hein, au final, comme on peut le voir. Sony préfère faire un refresh de milieu de génération. Et puis, vous avez Microsoft qui est en mode « Oh non, nous, on va attendre du nouveau matériel pour faire une nouvelle console. » Une chose est sûre par contre, c'est que la PlayStation 5.6 arrivera forcément pour concurrencer cette nouvelle Xbox. Ça, ce serait du coup 2025, avec notamment la sortie, bien sûr, de le dernier GTA, même s'il sortira aussi sur les consoles current gen. Il y aura certainement une version next gen qui sortira sur les nouvelles consoles, donc ce serait logique que ce soit vers à peu près le même timing. Bref, dans tous les cas, c'est tout ce qu'on sait sur tout ça. Il n'y a pas vraiment plus d'informations, donc ma foi, on verra bien. Ensuite, on a une news qui concerne Google qui a perdu face à Epic Games. Donc oui, la saga continue ici. Ça remonte à plus de 3 ans au final le début de tout ça, ce qui est assez étonnant. Mais je vous rappelle qu'en 2020, vous avez les développeurs de Fortnite, Epic Games, qui ont basiquement sorti leur propre moyen de paiement directement intégré aux versions mobiles de Fortnite sur iOS et aussi Android. Du coup, ça enfreint directement les règles de ces deux plateformes. Google a banni l'application, Apple aussi l'a fait. Du coup, les gens devaient sideloader justement l'application. S'ils l'avaient sur iOS, toujours, si vous l'aviez déjà installé avant le ban, vous pouviez continuer d'utiliser. Mais sur Android, évidemment, les gens pouvaient installer en sideloadant des applications. Même si c'est pas forcément facile, c'était possible. Et du coup, il y a eu une bataille légale aussi qui s'est lancée parce que Epic argumentait que ce n'est pas normal que Apple ainsi que Google collectent 30% des revenus de Fortnite et de toutes les autres applications aussi du Play Store et de l'App Store, juste parce que ils l'hébergent, et la plupart du temps, ils ne l'hébergent même pas entièrement. C'est notamment le cas des jeux où, des fois, ils hébergent juste de quoi télécharger le jeu. Donc, ils ne font pas grand-chose, basiquement. Et du coup, ici, c'est une victoire pour Epic. Face à Apple, ils avaient perdu, pour information. Et du coup, ça peut paraître étonnant qu'ils aient gagné face à Google, parce que iOS est plus fermé que Android. Donc, comment ça se fait qu'ils ont pu gagner? Mais c'est dû au fait que ils n'ont pas vraiment gagné parce que le jury a considéré que, oh oui, Google a un monopole, voilà, vous gagnez, vous avez raison, il faut que Google arrête de faire ça. Non, c'est dû au fait que Google a essayé de, tout simplement, a fait des choses pas très recommandées pour garder ce monopole. Et il y avait des preuves, Epic avait des preuves là-dessus, il y avait même des preuves qui étaient très mal cachées, au point même que Google était en mode, ah, oups, on a oublié de cacher ça. Donc, c'est dû à ça qu'ils ont perdu, en fait. C'est pas dû au fait qu'ils ont réellement un monopole, c'est dû au fait qu'ils ont fait vraiment des choses très mauvaises pour garder ce monopole. Donc, ça, c'est assez étonnant. Mais du coup, oui, le jury, techniquement, n'a pas vraiment considéré le monopole de Google comme un argument. C'est plus toutes les choses un peu illégales qu'ils ont fait derrière qui les ont fait justement faire gagner Epic. Et donc du coup, Google va forcément évidemment faire appel à cette décision de justice.
mais si ça passe réellement, ben, ils devraient payer déjà des dommages et intérêts à Epic Games, parce que forcément, comme Fortnite a été retiré du Play Store, ils ont perdu de l'argent à cause de ça. Donc ça va donner des situations à ce niveau-là. Mais vous avez aussi le fait qu'ils devraient certainement à terme, grâce à cette décision de justice, ça va donner une preuve comme quoi réellement ils sont un monopole et il faut que Android par exemple soit ouvert, et donc ça pourrait mener à une situation où Google doit rendre le fait d'installer un launcher tierce plus facile. Donc ça, on verra bien ce que ça donnera. Tant que l'appel n'est pas fait et tant que Google n'a pas perdu face à cet appel, ça va rester un petit peu en limbo. Ensuite, on a une news massive sur Apple et le fait que la Apple Watch Série 9 ainsi que l'Ultra 2 pourraient être retirés de la vente à partir du 26 décembre aux États-Unis. Ce qui est massif parce que l'Apple Watch, pour information, est la smartwatch la plus populaire au monde, la plus vendue, et est même la montre la plus vendue au monde. Genre réellement, il n'y a aucune autre montre qui se vend plus que l'Apple Watch. Même des montres normales. C'est juste pour dire. Et donc, pourquoi ça arriverait? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont perdu une décision de justice par rapport à Masimo. Donc, Masimo est une entreprise qui fait des capteurs dans le domaine médical. Ils auraient été contactés par le passé par Apple qui voulait améliorer leur smartwatch, justement, avec des capteurs plus précis, tout ça. Et après les avoir contactés, ils n'ont pas conclu leur partenariat avec Masimo, mais ils auraient par contre, selon Masimo, du coup, engagé des personnes de leur entreprise et aussi récemment, du coup, copié une partie de leur technologie, ou en tout cas, ils auraient enfreint un brevet qui concerne un capteur d'oxygène. Donc là, le gros du débat est justement sur ce fameux capteur d'oxygène. Donc toutes les Apple Watch qui n'ont pas de capteur d'oxygène ne seront pas bannies, mais évidemment toutes les séries 9 ainsi que les Ultra 2 en ont un. Et donc ces deux smartwatches, enfin plus que deux smartwatches, utiliseraient justement un capteur qui est enfreint sur le brevet de Masimo, et ils ont gagné en justice. Le juge leur a donné gain de cause, et donc ça va être banni à partir du 26 décembre. Et du coup, le seul truc qui pourrait sauver encore Apple jusqu'à maintenant, c'est le fait que le président, donc Joe Biden, pourrait juste dire, faire un veto et dire non, non, ça ne passe pas cette décision de justice, c'est n'importe quoi, ou alors ça doit être plus étudié ou autre chose. C'est leur dernière chance de ne pas être banni, mais c'est pas garanti que justement une telle décision sera prise par le président. Donc peut-être que oui, toutes les Apple Watch pourraient retirer de la vente, ou en tout cas ces nouvelles Apple Watch, ce qui est vraiment, c'est massif, c'est un énorme marché pour Apple. Donc on verra bien ce que ça donnera. Normalement, on devra avoir notre réponse d'ici le 26 décembre. En attendant, Apple va évidemment faire recours, mais même s'ils font recours, le ban va quand même être mis en place. Donc même s'ils font recours et que ça se traite rapidement, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Donc ils vont évidemment perdre énormément d'argent là-dessus. Donc ce sera intéressant de voir justement ce que ça donne. Et la décision, à mon avis, la fin, la conclusion de tout ça, c'est certainement Apple va écrire un bon gros chèque à Masimo pour continuer de vendre leur Apple Watch. Ce serait le plus logique. Ensuite, nous avons une news qui concerne Intel, qui a sorti évidemment Meteor Lake, qui est leur nouveau CPU mobile. Ce sont les CPU qui utilisent la dénomination Ultra, pour ceux qui se souviennent. Ultra aussi, confusion au niveau des noms, parce que, comme vous pouvez voir, vous avez des Core Ultra 7 165H, 165U et tout ça. Donc c'est toujours un peu n'importe quoi au niveau nom. Mais AMD fait la même chose de toute façon. Mais bon, le plus intéressant par rapport à ces CPU, je vous rappelle que ce sont ceux qui avaient une configuration au niveau cœur très particulière. Ils ont 6 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique et 2 cœurs haute efficacité énergétique sur une autre partie du CPU. Donc en fait, les cœurs haute performance et les cœurs haute efficacité énergétique sont sur un autre morceau de silicium, vraiment séparés, et ils peuvent être totalement désactivés pour économiser sur batterie. Et donc, il y a des tests qui ont été faits, notamment Hardware Canucks a fait des tests où eux, ils ont d'excellents résultats. Ils ont des performances, ou plutôt des performances de batterie qui sont excellentes. Genre, ils durent 20 heures sur la batterie en faisant une tâche très simple. Ce qui est énorme, évidemment. Mais d'autres reviewers ont eu des chiffres limite moins bons que l'ancienne génération de Core Intel. Et puis d'autres reviewers ont eu un gain plus modeste. Donc ça semble être très varié. Et cette variance vient du fait que
c'est pas les reviewers qui font mal les tests ici, c'est dû au fait que ces deux cœurs haute performance, quand ils sont utilisés correctement, chez Hardware Canucks ça a été le cas, et ça semble varier d'un laptop à l'autre, donc ça pourrait être aussi la faute des constructeurs, mais quand ils sont utilisés correctement, donc vous êtes sur le bureau, vous faites rien, ils sont utilisés, les autres cœurs sont désactivés, excellente batterie. Si par contre, un programme utilise un des cœurs haute performance, et ça les réactive, là la batterie est juste la même qu'avec les anciens processeurs Intel. Parce que basiquement, à l'intérieur, vous avez la même architecture que les anciens processeurs. Hein. La vraie différence ici, c'est vraiment cette configuration au niveau cœur qui est très particulière. Et aussi le fait qu'ils ont update par contre le GPU. Ça, c'est assez intéressant, on va en parler. Dans tous les cas, du coup, il semble avoir énormément de différences d'un laptop à l'autre. Et donc, pour le moment, si vous voyez des chiffres comme ça, si vous voyez des chiffres, vous vous dites « Wow, excellente batterie, il me faut ça », attendez peut-être plus de tests. Moi, je dirais vraiment d'attendre des tests et voir si ça va se fixer. C'est peut-être un problème des constructeurs qui font pas correctement les choses. C'est peut-être aussi un problème de Windows qui n'utilise pas correctement ces nouveaux cœurs. Quoi qu'il arrive, ça doit être fixé parce que si ce serait utilisé correctement, ce serait excellent. Mais à l'heure actuelle, c'est trop variable. Par contre, au niveau GPU, c'est assez intéressant parce qu'ils utilisent basiquement la même architecture que vous avez dans les Intel Arc. Et un truc par contre très intéressant, c'est que si les constructeurs respectent notamment le fait, certaines conditions, donc notamment le fait qu'ils utilisent de la mémoire dual channel d'une certaine vitesse, et du coup utilisent aussi un certain processeur, ils peuvent mettre le badge Intel Arc. En gros, ça garantit que vous allez avoir des très bonnes performances GPU, similaires à une Intel Arc. Bon, évidemment, c'est une petite Intel Arc ici, vous n'aurez pas les mêmes performances qu'une A770, mais vous aurez quand même des bonnes performances. Si par contre, vous avez pas du dual channel ou autre chose, ou un des autres processeurs, vous devrez l'appeler Iris Graphics ou Intel Graphics. Donc en gros, Intel a mis des conditions pour que l'utilisateur puisse savoir si le GPU est bon, va donner des bonnes performances. Donc c'est une bonne chose en réalité de mettre ce genre de limitation parce que vous avez des constructeurs qui seront en mode « Oh, on va être cheap, on va juste mettre une barrette de RAM, donc c'est du single channel, et du coup les performances du GPU diminuent parce que le GPU a pas assez de bande passante. Et malgré le fait que vous ayez Intel Arc sur la boîte, vous n'avez pas vraiment les performances. Donc ça évitera ce genre de situation. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça. Et c'est plutôt cool aussi de voir que ces CPU ont justement une bonne partie graphique qui devrait donner d'excellentes performances pour ceux qui ne veulent pas un GPU dédié, mais veulent quand même un petit peu de puissance pour jouer de temps en temps à un jeu. Donc, il n'y a pas vraiment plus à dire. Ils ont sorti des chiffres de performance. Vous avez beaucoup de reviews aussi qui sont sortis. Au niveau CPU, comme j'ai dit, pas forcément d'énormes différences. C'est vraiment au niveau GPU, par contre, où là, vous avez une upgrade par rapport à l'ancienne génération notamment. Mais même aussi, vous avez un peu plus de performance par rapport à AMD, comme il le montre ici. Après, AMD reste très proche. Hein. Tenez-en compte. Ensuite, nous avons une news qui concerne encore une fois les ordinateurs portables avec le fait que Dell a publié le standard CAM. Donc CAM, je vous rappelle, c'est un nouveau format pour la RAM des ordinateurs portables qui basiquement le met comme ça. Donc c'est très plat, vous avez toutes les puces mémoire l'une à côté de l'autre. Tout ce qui gère l'alimentation des puces mémoire est derrière. Et puis vous avez un énorme connecteur ici à l'avant qui permet de connecté en contact pour justement lier cette RAM au processeur. Le but du module CAM, c'est d'être très plat, donc pour les ultra portables, parce que le problème des modules de RAM actuels, c'est que comme vous pouvez voir, quand vous en avez plusieurs comme ça, ils prennent beaucoup de place verticalement. Et aussi, vous pourriez vous dire, oh oui, ils prennent la place verticalement, mais ils prennent moins de place sur les côtés et tout ça, donc c'est peut-être mieux dans certains cas. Mais non, parce qu'un autre problème de cet agencement, c'est le fait que ici, la RAM est connectée au milieu là. Donc si le processeur est à droite ou à gauche ou est d'un côté ou l'autre de la RAM, certaines des barrettes sont plus loin. Et donc comme elles sont plus loin, leur latence est plus importante et des fois vous ne pouvez pas atteindre d'assez haute vitesse. Donc notamment la DDR5 en version SODIMM comme ça
peut monter jusqu'à, il me semble que c'était un peu plus de 6000 MHz ou 6000 mégatransferts. Mais ces nouveaux modules CAM, eux, pourraient monter bien plus haut. Ils pourraient monter jusqu'à plus de 9000. Parce que, ben, en réalité, comme vous pouvez voir, comme le connecteur est d'un seul côté, le CPU va être là, basiquement, il va être au-dessus du connecteur. Et tous les modules de RAM sont techniquement... Bon, vous allez me dire, ceux derrière ne sont pas à la même distance, mais en fait... c'est géré correctement, ne vous inquiétez pas, mais ils sont à une distance beaucoup plus raisonnable. Vous n'avez pas vraiment genre un module qui est totalement connecté de l'autre côté et qui doit faire un énorme chemin. Donc tout est à peu près bon et donc ça vous permet d'avoir moins de latence et des meilleures vitesses. Et aussi, encore une fois, ça reste plus fin, donc ça permet des ordinateurs plus fins. Donc notamment, c'est là où vous avez une grosse upgrade pour les ultrabooks où ben, les constructeurs décidaient de mettre de la RAM soudée. Parce que la RAM soudée, au moins, comme elle est soudée, vous avez des meilleures performances, comme le fait Apple notamment. Et comme elle est soudée aussi, ben, ça prend moins de place. Encore une fois, comme Apple. Donc ici, en faisant ça, ça permet d'éviter de la RAM soudée. Donc ça permet d'upgrade la RAM, mais aussi toujours d'avoir des performances. Donc pour moi, même si ça coûte plus cher, ça vaut quand même la peine par rapport à de la RAM soudée, très clairement. Et c'est le genre de truc où je montre aux gens, je dis, hey, Apple... les gens donnent un pass gratuit à Apple avec la situation au niveau RAM et surtout SSD sur les nouveaux MacBooks parce qu'ils sont en mode oh les nouveaux MacBooks sont tellement bien. Mais à côté de ça, vous avez Apple qui fait des trucs vraiment très mauvais pour les gens qui veulent upgrade leur MacBook. Si vous voulez plus de RAM, plus de SSD, c'est juste impossible d'en avoir. Vous devez changer l'entièreté de la machine, ce qui est pas très bon au niveau écologique. Alors qu'il y a des solutions. Dell en a fait une. Si Dell peut le faire, Apple peut très clairement le faire. Et ce genre de module, Apple pourrait l'implémenter et toujours avoir des très bonnes performances sur leur MacBook. Pourtant, ils ne le font pas parce que ils font plus d'argent en soudant évidemment les composants. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a une solution et il y a moyen de développer des solutions. Et le fait que le standard soit publié maintenant d'ailleurs, ça veut dire que les constructeurs de RAM notamment pourront fabriquer des modules. Donc Samsung va en fabriquer. Et puis il y avait une autre entreprise qui va en fabriquer. Donc s'il y a des modules qui sont fabriqués et que le standard est publié, ben, tout le monde peut l'utiliser. Donc Asus va pouvoir l'utiliser, MSI va pouvoir l'utiliser, n'importe qui. Et donc ça va nous donner un marché libre et surtout permettre d'avoir des ordinateurs fins sans de la RAM soudée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Merci Dell, franchement. Ils ont réellement fait quelque chose de bien ici. Ensuite, nous avons une autre news de Intel sur le fait que nous avons des détails sur Extra SS. Extra SS, un nom pas forcément, dans certaines situations, pourrait être un très mauvais nom. Enfin bref, dans tous les cas, c'est une technologie qui va permettre de faire la même chose que FSR 3 et DLSS 3.0 avec de la génération d'images par IA. Donc Intel a déjà, pour information, l'équivalent de DLSS 2.0 et FSR 2. C'est implémenté notamment dans Cyberpunk 2077 et ça tourne sur toutes les autres cartes graphiques, pas juste les cartes graphiques Intel. Donc ils ont fait la même chose que AMD basiquement et dans certains cas ils ont plutôt des bons résultats et du coup ici ils pourraient sortir de Extra SS qui serait de la génération d'images et donc concurrencer AMD et Nvidia sur le même marché encore une fois. Donc on a quelques images qui montrent ce que ça donne et bon c'est juste des images, il faut voir, franchement c'est le genre de truc où vous pouvez sortir des images qui sont clean, tout comme DLSS 3, des fois vous sortez une image c'est ultra clean, puis l'image d'après vous verrez un petit peu des glitches, même chose avec AMD avec FSR 3, voilà, les images juste prises comme ça, des captures d'écran, selon moi pas suffisant, il nous faut une vidéo au moins pour voir en mouvement tout ça, mais si Intel se débrouille bien, bon, on aura un nouveau concurrent et ça c'est une bonne chose pour tout le monde. Plus il y a d'acteurs sur le marché là-dessus, mais plus il y a de concurrence et plus il y a de concurrence, plus ça force l'innovation. Ça force à AMD et aussi Nvidia de se dire oh, faut qu'on fasse mieux, on va sortir ça maintenant, qui est encore mieux, on va plus loin, on va améliorer la chose, on va améliorer la qualité encore plus. Donc une bonne chose pour tout le monde. Ensuite, toujours une news avec Intel, et toujours au niveau GPU, et c'est le fait que Battlemage, leur prochaine architecture GPU, qui serait basiquement l'évolution évidemment des Intel Arc actuels, serait du coup toujours prête à sortir pour 2024, et sortira en 2024 si tout va bien. Donc ça c'est plutôt une bonne news, parce que ça veut dire que il y a plus de cartes graphiques qui arrivent, et notamment plus aussi de cartes graphiques qui pourraient être intéressantes, parce que Intel semble plus viser
le milieu de gamme ainsi que l'entrée de gamme, ce qui est le plus gros marché. Et c'est aussi le marché qui est un petit peu délaissé par AMD et Nvidia, donc c'est plutôt une bonne chose ici. Donc ces GPU, si tout va bien, devraient être plus performants, plus efficaces au niveau énergétique. Et donc là, j'espère que ils vont rattraper AMD ainsi que Nvidia. Pour information, c'est toujours TSMC qui grave ces GPU Battle Mage, tout comme les Intel Arc Alchemist actuels, qui sont gravés en TSMC 6 nanomètres. Donc celles-là seront gravées normalement en 4 nanomètres et donc seront beaucoup plus efficaces au niveau énergétique, ainsi que certainement plus performantes. Donc, hâte de voir ça. Encore une fois, plus on a d'acteurs sur le marché, plus il y a de concurrence, mieux c'est pour le consommateur. Ensuite, toujours au niveau carte graphique, vous avez Nvidia qui se dit « Hey, vous savez quoi, la RTX 3050, c'est pas la meilleure carte graphique au monde, même pas du tout. C'est basiquement une RTX 2050 parce qu'elle fait même pas mieux qu'une 2060. Ben vous savez quoi, les gens veulent une version 6 Go. Donc oui, vous allez certainement voir une RTX 3050 6 Go sortir en février 2024. Yep. Justement, ce que je dis juste avant, le fait que le marché de l'entrée de gamme est juste totalement délaissé, ben voilà, vous avez vraiment la preuve ici. Parce que ça, c'est juste très mauvais. Pour moi, la 3050 devrait juste baisser de prix. Voilà. Et cette 3050 6 Go peut exister. Il y a un monde où elle peut exister, mais moins cher. Parce que le truc aussi, c'est que forcément, vous devez bien vous en douter, il y a moins de RAM. S'il y a moins de RAM, est-ce que c'est juste parce qu'ils ont retiré une puce mémoire? Mais même s'ils ont retiré une puce mémoire, ça veut dire que oui, la largeur de bus mémoire est moins importante, donc elle serait de 96 bits. Donc, la bande passante de mémoire va être moins importante et donc cette carte graphique va être moins performante qu'une 3050 normale. Et on en revient au problème de cette confusion. Pour moi, il n'y a aucune raison de faire une RTX 3050 6 Go. Autant faire une RTX 3040 6 Go. Comme ça, les gens savent qu'elle est différente de la 3050. Pourquoi lui donner le même nom? Ça ne sert à rien. La seule raison pour laquelle ils font ça, c'est pour la confusion et du coup les gens vont se dire oh j'ai acheté une 3050, j'ai les performances d'une 3050, mais en fait pas du tout. Donc je déteste vraiment quand vous avez deux cartes graphiques qui ont basiquement le même nom mais pas la même quantité de RAM et surtout pas les mêmes performances derrière. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Je vous rappelle qu'il y a toujours la RTX 4090D qui devra arriver en Chine. Et vous avez les versions super aussi qui devraient arriver apparemment en janvier 2024. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ça, je suis curieux de voir. Ça dépendra évidemment du prix et des performances. Si elles sont performantes et que le prix est correct, tant mieux. Mais sinon, on verra. Ensuite, toujours en parlant de carte graphique, vous avez Moorthread, cette entreprise chinoise qui a sorti une nouvelle carte graphique qui du coup s'appelle la MTT S4000 avec 48 Go de GDDR6 et c'est une carte graphique basiquement orientée au niveau calcul d'IA et aussi juste calcul de manière générale. Donc c'est pour concurrencer clairement Nvidia, surtout que je vous rappelle que Nvidia est banni de vendre des GPU haute performance en Chine à l'heure actuelle. Donc, le marché s'ouvre un petit peu plus et c'est ça qu'ils essayent de faire. Du coup, ils essaient de capturer ce marché, Moorthreads. Du coup, c'est évidemment aussi un GPU 100% chinois. Donc, ça met en avant les technologies du pays. Qu'est-ce que ça donne au niveau performance? On ne sait pas trop. C'est pas vraiment une carte graphique pour les jeux vidéo, tenez-en compte. Mais pour information, elle aura une performance brute de 25 teraflops comparé aux 15 teraflops de la MTT S3000 qu'elle remplace, ou plutôt qu'elle se met par au-dessus. Elle serait aussi en PCI Express 5.0 au niveau du slot PCI Express, qui n'est pas forcément très utile. Et aussi, elle aurait un connecteur qui lui permettrait certainement de connecter plusieurs cartes graphiques ensemble, qui est très similaire au NVLink. Donc, ouais. On verra bien ce que ça donnera. Un autre truc, j'allais oublier un truc très important, c'est que selon la marque, c'est pas confirmé, mais selon la marque, ils ont ils permettent de basiquement traduire tout ce qui est instruction CUDA, qui normalement utilise des CUDA Core, vers les propres instructions que utilise Moorthreads grâce au MT-Link 1.0. Et donc, selon eux, il n'y a aucune perte de performance. Donc, ça veut dire que dans les programmes qui utilisent que CUDA, ce qui est beaucoup de programmes, forcément, vous pourriez utiliser ça pour avoir
techniquement les mêmes performances qu'un GPU Nvidia, ou en tout cas un GPU Nvidia équivalent en termes de puissance brute. Donc, si ça se confirme, ce serait une très bonne chose. Mais il faudra voir. Moi, clairement, je prends avec des pincettes ici cette information parce que aucune perte de performance, réellement, il y a forcément une petite perte quelque part. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais si ça se confirme qu'ils arrivent à du coup faire tourner des applications CUDA sur leur GPU grâce à cette couche de traduction, ben, ce serait une bonne chose pour eux parce que ça veut dire qu'ils pourront faire tourner beaucoup plus de programmes nativement. Ensuite, on a une news au niveau d'AMD qui va sortir plein de CPU qui portent énormément en confusion, vous allez le voir. Premièrement, vous avez un Ryzen 7 5700 qui devrait sortir. Pourquoi en 2024, 2023 techniquement, sortir un tel CPU? Je ne sais pas trop. Si le prix est bon, cool, mais s'il est juste au même prix que, je sais pas moi, un 7600, j'ai juste envie de dire quel est l'intérêt. Mais bon, s'il est en dessous des 200 euros, certainement s'il se place pas très loin des 12400F notamment, ça pourrait être un bon choix. Ensuite, vous avez le fait que vous avez un 5700X 3D qui devrait arriver. Donc ça, c'est étonnant. Le 5800X 3D reste un petit peu cher en ce moment. Des fois, il est en promotion et c'est génial. Et puis, d'autres fois, en fait, le truc, c'est que le 7800X 3D, qui est évidemment meilleur, c'est même l'un des meilleurs CPU que vous pouvez acheter à l'heure actuelle, surtout pour les jeux vidéo, continue de chuter en prix, en fait. Je l'ai vu à 350 euros l'autre jour. 350 euros pour un tel CPU, quoi. Et le 5800X 3D est vers 300 euros. Donc, à ce moment-là, juste prenez le 7800X 3D. Oui, vous devez prendre la DDR5, une carte mère plus chère, mais ça vaut largement la peine, quoi. Vous êtes beaucoup plus future-proof. Donc, ici, je ne sais pas trop s'il y a une place pour un 5700X 3D. S'il est vers 200 euros, génial. Franchement, là, ça va casser l'offre d'Intel au niveau des 12400F, des 13400F, qui sont plutôt bien placés et offrent énormément de concurrence à AMD. Donc ça, ce serait un excellent choix. Surtout que c'est un processeur 5000. Donc oui, c'est pas Zen 4, vous n'avez pas aussi la nouvelle plateforme, mais ça vous donne accès à un marché de cartes mères vraiment pas cher. Toutes les cartes mères en B550, si vous en avez déjà une, ça vous donne une upgrade possible aussi. Donc, ça pourrait être intéressant. Il faudra voir le prix. Et puis après ça, vous avez aussi un 5000, vous avez des 5000 GT. Oui, ça se demandait si on n'a pas des noms de bagnoles ici. Donc, vous avez un 5600 GT notamment. Donc, je ne sais pas trop la différence. Est-ce que c'est un 5600G un peu plus puissant? Je ne sais pas, la partie GPU est basiquement la même. Donc c'est du Vega, donc c'est pas du RDNA. Donc ok, pourquoi l'existence d'un tel CPU? Vous avez un 5500 GT, même chose. Pour ceux qui se demandent, sont en mode, oh, peut-être que c'est pour la sortie de Windows 12, il y a une partie IA intégrée. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc non. Et puis à côté de ça, ils vont aussi sortir, et là c'est le summum de la confusion, et là, finalement, le marketing d'Intel, qu'ils n'auraient pas dû faire, mais le marketing d'Intel où ils étaient en mode oh, AMD, confusion au niveau nom, ben, il semble se confirmer parce qu'on va avoir des Ryzen 8700G, 8600G et 8500G. Donc, basiquement, ces processeurs seraient basés sur l'architecture Zen 4, je suppose. Alors que Zen 5 va arriver avec le nom 8000. Donc vous voyez la confusion ici. AMD avait fixé les problèmes de confusion avec les processeurs Ryzen récemment, sur PC fixe en tout cas. Sur PC portable, c'est un autre sujet. Et là, ils reviennent à la charge en mode ouais, à nouveau de la confusion. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils font ici, mais je ne comprends pas trop. Dans tous les cas, ces processeurs seront intéressant pour ceux qui veulent une partie graphique intégrée, je suppose. On verra bien. Il y a aussi, comme vous pouvez voir, des estimations de prix selon différents magasins. Donc, notamment le 5700X 3D pourrait jusqu'à 260$ jusqu'à 340$. Donc, on ne sait vraiment pas le prix pour le moment. Et le 5600 GT, voilà, si vous voulez basiquement
comme une voiture de sport dans votre PC, parce que ça ressemble vraiment à un nom de voiture de sport, pour être 150$ au plus bas et 130$ pour le 5500 GT. Ça porte vraiment à confusion. Qu'est-ce que vous faites, AMD? Le seul processeur que je trouve intéressant, c'est le 5700 et le 5700 X3D. C'est vraiment les deux qui, s'ils ont un bon prix, pourraient être très bons. Mais le reste, c'est juste n'importe quoi. Ensuite, nous avons une news totalement différente ici avec LG qui a dévoilé un nouveau écran 32 pouces 4K OLED, jusqu'à maintenant plutôt intéressant, qui serait du coup 4K 240 Hz, ou alors, si vous le voulez, dans certains jeux, vous pourriez aller jusqu'à du 1080p de 480 Hz. Donc, basiquement, l'écran a deux modes. Il a un mode 1080p et un mode 4K qui ont deux taux de rafraîchissement totalement différents. Et là, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Vous avez déjà des ordinateurs portables qui sont sortis avec un mode pareil par le passé. Il me semble que c'était Razer CKSV qui avait sorti ça, je ne sais plus trop. Où justement, ils avaient un écran 4K 120 Hz qui pouvait repasser en 1080p 240 Hz, il me semble. C'était un truc dans le genre. Donc là, c'est la version encore plus upgrade, quoi, pour votre PC fixe. L'intérêt vraiment ici, c'est pour quelqu'un qui peut-être dans certains cas, vous voulez jouer à un jeu compétitif, 1080p est largement suffisant, vous montez à 480 Hz, vous en profitez pleinement. Et puis, vous avez un jeu moins compétitif, peut-être de stratégie, ben là, vous voulez plus de résolution. Et vous pouvez choisir. Évidemment, il y en a qui vont me dire, ouais, mais je peux déjà faire ça avec mon écran 4K actuel. Et c'est vrai, vous pouvez faire tourner un écran 4K en 1080p et avoir un scaling d'image pas dégueulasse, parce que le problème, c'est si vous passez du 4K en 1440p, c'est pas deux résolutions qui sont des multiples l'un de l'autre. Alors que le 1080p et 4K, c'est des multiples l'un de l'autre. Le 4K, c'est juste 4 fois le 1080p. C'est comme si vous aviez 4 écrans 1080p l'un à côté de l'autre. Donc, ça veut dire que vous pouvez juste transformer 4 pixels en un seul pixel et c'est bon. Donc, vous n'avez pas de problème de scaling. Donc vous pouvez déjà le faire. C'est juste qu'évidemment, vous ne pourrez pas dépasser le taux de rafraîchissement de votre écran 4K et peut-être qu'il est limité à 120 Hz. Donc c'est intéressant de voir ça. Ça fait pas de mal d'avoir plus d'options selon moi. Et du coup, ça fait aussi pas de mal d'avoir que ce soit supporté pleinement par l'écran et que du coup ça vous donne les meilleures performances possibles, parce que des fois vous pourrez avoir des situations où un jeu n'aime pas trop passer à une autre résolution, ou peut-être que il repasse à la résolution native de votre écran qui est le 4K alors que vous voulez qu'il soit en 1080p. Là au moins vous pouvez lui dire non, 1080p 480 Hz, fini. Donc ouais, on verra bien. Ce serait cool d'avoir plus d'écrans comme ça, surtout avec l'arrivée de plus d'écrans 4K. Ce serait bien d'avoir l'option justement. Moi j'aimerais aussi l'option d'un écran peut-être 5K qui peut repasser en 2K, donc basiquement 1440p. Ça pourrait être très intéressant aussi. Ça, personnellement, c'est plus ce qui m'intéresserait. Vous pouvez vraiment avoir maximum résolution pour travailler et puis 1440p pour jouer. Là, ce serait le bonheur. Là, pour moi, ce serait le meilleur compromis pour les joueurs qui veulent aussi créer des contenus. Ce serait juste parfait. Enfin bref, c'est cool à voir. J'espère qu'on aura plus d'écrans comme ça. Mais à mon avis, celui-là va coûter la peau des fesses. Donc, yep. Ensuite, en parlant de coûter la peau des fesses, Lianli a sorti leur nouveau ventilateur avec un écran. Donc oui, vous avez un écran sur le milieu du ventilateur. Il ne tourne pas en même temps que le ventilateur, je vous rassure. Sinon, ce serait très embêtant. Et basiquement, il vous permet d'afficher un peu ce que vous voulez. Donc, vous pouvez afficher la température de votre CPU, l'utilisation de votre GPU, n'importe quoi. Vous pouvez l'afficher là-dessus. Alors, en réalité, le prix est clairement trop cher. Genre, vraiment, ça ne vaut pas la peine de les acheter. Mais un intérêt que j'ai vu des vidéos là-dessus, justement, et c'est plutôt cool d'avoir la possibilité de monitorer différentes choses en juste regardant votre PC, en fait. Il y avait déjà des écrans sur les refroidissements intégrés du processeur, mais c'est juste un écran et vous ne pouvez pas afficher toutes les informations que vous voulez. Vous pouvez peut-être afficher la température CPU avec l'utilisation CPU, mais pas beaucoup plus. Peut-être 2 ou 3 informations maximum dessus avant que ça devienne trop compliqué. Ici, le truc, c'est que si vous avez beaucoup de ventilateurs, vous pourriez avoir genre un de ces boîtiers avec des ventilateurs sur le côté, comme Lianli, et afficher genre température CPU, température GPU, et puis température système, je sais pas moi, très facilement. C'est visible, vous pouvez juste regarder votre PC, vous voyez directement les températures sur le ventilateur. Ça peut être intéressant. Mais bon, on va être très honnête.
ça fait cher pour une telle fonctionnalité. Vous avez aussi toujours l'effet miroir infini sur le côté d'ailleurs, parce que autant y aller à fond. Et toujours, très important, vous avez toujours une version inversée des ventilateurs de Lianli ici, qui vous permettent d'avoir toujours le beau design, même si vous les mettez en entrée d'air en dessous ou sur le côté, vous n'aurez pas les barres de soutien du moteur au milieu. Dégueulasse. Donc ça, c'est plutôt cool en réalité. Ça vous donne des options. Au niveau performance et au niveau bruit, c'est pas les meilleurs ventilateurs, personnellement. Ils sont bons au niveau performance, mais au niveau bruit, je trouve qu'ils ont un bruit... j'aime pas forcément toujours. Donc à voir, selon vous, évidemment. Mais personnellement, moi, le bruit que je trouve le plus agréable, c'est Be Quiet et les Arctic. C'est vraiment ceux qui sont pas mal. Corsair est pas loin, mais pas aussi bon. Et puis Noctua est pas mal, mais même si Noctua est moins bruyant, je trouve que le bruit que fait le ventilateur est juste moins agréable. Il y a vraiment, je pense que bon, c'est difficile de quantifier ça dans des reviews ou autre chose, mais le truc c'est que vous pouvez montrer juste le niveau de bruit d'un ventilateur. C'est une donnée très scientifique, c'est génial pour comparer, mais ça ne vous donne pas le bruit en fait. Pour moi, un bruit, même un bruit plus fort mais plus grave, c'est moins dérangeant qu'un bruit aigu qui serait peut-être moins bruyant en fait, qui serait moins intense. Donc ouais, bref, dans tous les cas. Pour ceux qui se demandent, ou plutôt, je vous dis, si vous pouvez, quand vous achetez des ventilateurs, peut-être regarder au bruit, ou plutôt écouter au bruit que ça fait, et essayer peut-être différents ventilateurs avant de vous décider d'en acheter pour entièrement équiper votre PC. Vous pouvez juste en acheter un, si vous n'aimez pas le bruit, vous le renvoyez. Vous en achetez plusieurs, vous renvoyez ceux que vous n'aimez pas, et puis après vous achetez tous les ventilateurs pour équiper votre PC, et comme ça vous êtes bien, quoi. Vous avez basiquement le meilleur niveau de bruit selon votre oreille. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont juste préférer le niveau de bruit des Lianli, d'autres personnes vont préférer les Noctua. Et c'est tout à fait normal d'avoir ces préférences. Enfin bref. Et enfin, une petite dernière news, c'est si vous avez un contrôleur Stadia, vous aurez un peu plus de temps jusqu'à décembre 2024 pour faire la mise à jour à distance de ce contrôleur pour activer le Bluetooth. Parce que pour information, Stadia avait du coup cette manette qui se connectait directement à leur serveur, ce qui permettait de diminuer la latence, selon eux. C'était pas toujours confirmé. Et le problème, du coup, c'est quand Stadia s'est fermé, forcément, les gens étaient en mode oh, mais ma manette, elle sert plus à rien, quoi. Vous pouvez toujours la brancher en USB, elle marche en USB, mais c'est tout, quoi. Bien là, ils vont continuer le service qui permet au contrôleur de se connecter à distance. Et comme le service est down, le contrôleur a cette information et est mis à jour à distance pour réactiver la puce Bluetooth qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a une puce Bluetooth depuis le début, c'est juste qu'elle n'était pas activée par défaut. Donc, je vous aurai jusqu'à décembre 2024 pour le faire et du coup, rendre des fonctionnalités à votre manette. Donc, je conseille vraiment de le faire. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.